l'époque, pour le coup, les cryptoactifs étaient vraiment mal vus. Les clients qui venaient nous voir nous disaient: «Moi, je veux une formation blockchain, mais je veux pas que vous prononciez le mot bitcoin de la formation». Bienvenue dans le deuxième épisode de cette série consacrée aux entrepreneurs de l'univers des crypto-monnaies. On utilise tous leurs services, on connaît tous leurs créations, mais qui sont ces femmes et ces hommes qui bâtissent le monde de demain? À travers ces 4 épisodes, nous partirons à la rencontre de ces entrepreneurs à succès. Aujourd'hui, je suis accompagné de Claire Balva, CEO et cofondatrice de Blockchain Partner, leader français du conseil sur les technologies blockchain. Ils accompagnent les entreprises de bout en bout dans la création de leurs projets blockchain et ont notamment travaillé avec la SNCF sur une assurance retard pour les voyageurs, mais également avec la Banque de France ou encore le groupe Renault. Claire, merci d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse te présenter et nous dire comment tu es arrivée dans l'univers des crypto-monnaies. Je m'appelle Claire Balva, je suis la CEO et la cofondatrice de Blockchain Partner. Blockchain Partner, c'est une start-up, qui est née en 2017 de la fusion de 2 autres boîtes qui s'appellent Blockchain France et Labo Blockchain. Et donc chez Blockchain Partner, on accompagne les entreprises, sur les blockchains et les cryptoactifs, de la formation jusqu'à la mise en production technique, d'applications. Alors comment j'ai découvert la blockchain? J'ai découvert en 2015, avec mes associés. L'un d'entre eux avait travaillé en cabinet de conseil en moyens de paiement et donc il avait découvert Bitcoin et la blockchain. On en a parlé entre nous, on a creusé le sujet, on s'est rendu compte que c'était passionnant, qu'il y avait surtout beaucoup de choses à faire parce que, alors qu'aux États-Unis, il se passait plein de choses, bah, quand on tapait blockchain sur Google France, il y avait rien. Enfin, il y avait rien en français. Et donc à partir de là, on a créé un site, pédagogique qu'on a appelé Blockchain France et puis, de fil en aiguille, on a, organisé une conférence, créé des offres pour les entreprises, fusionné avec Labo Blockchain qui était une boîte beaucoup plus technique, et donc créé, Blockchain Partner en 2017 qu'on a positionné comme le leader en France sur, l'accompagnement blockchain. Au moment où tu découvres la blockchain, est-ce que tu comprends directement son potentiel ou est-ce qu'il y a un petit temps de latence entre le moment où tu découvres cette technologie et tu te dis je veux lancer ma boîte dans ce secteur? Alors il y a eu plusieurs phases. Je dirais qu'au début, comme tout le monde, j'ai trouvé ça très technique et donc j'ai pas tout compris. Donc j'ai déjà mis plusieurs mois avant de vraiment voir, en quoi c'était révolutionnaire. Hem, Ensuite il y a eu des phases de désillusion parce que, quand on a fait les premiers POC, avec nos clients, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux métiers qu'on maîtrisait pas forcément avant, qui faisaient que c'était plus compliqué que prévu, notamment sur tous les cas d'usage de traçabilité et avec des blockchains privées. Parce que les blockchains s'interfacent, parfois difficilement avec les SI traditionnels, parce que les rapports de force entre les clients et les fournisseurs font que, la gouvernance d'un écosystème de traçabilité est assez complexe. Donc c'est vrai que, quand on s'est rendu compte de ça, ça nous a aussi fait réaliser que finalement les vraies innovations de rupture se situaient plutôt du côté du transfert de valeur et des actifs numériques que du côté des blockchains privées et de la traçabilité, même si, voilà, les blockchains peuvent être intéressantes pour ça aussi. Mais c'est vrai que voilà, on a aussi nous fait notre chemin par rapport à ça. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai acquis une forme de, voilà, de conviction et de sérénité aussi, sur, ce que les blockchains et les cryptoactifs apportent, tout en sachant voilà, il faut être patient. Quand nous, on est arrivé dans l'écosystème en 2015-2016, on pensait qu'Ethereum 2.0 arriverait, fin 2016. Aujourd'hui, voilà, on commence à en voir le bout, mais on n'y est pas encore. Donc voilà, j'ai aussi appris à m'armer de patience. Si je ne dis pas de bêtises, tu as fait toutes tes études supérieures dans une école de commerce qui s'appelle l'ESCP. Est-ce qu'elle t'a aidé à l'époque à mettre en place ta boîte? Alors moi, le SCP m'a accompagnée, déjà dans ma formation parce que j'ai suivi une spécialisation, entrepreneuriat. Donc indépendamment, de la boîte que j'ai montée après, j'ai pu avoir moi une formation là-dessus. Ensuite, ils nous ont accompagnés tout simplement parce que, nos premiers locaux, c'était le SCP. On s'installait heu tantôt dans des salles de cours, tantôt dans des endroits réservés aux entrepreneurs. Donc on était mécaniquement, accompagnés, par l'institution et par ses locaux. On a été aussi bien soutenus parce que, c'est là-bas qu'on a organisé notre première grande conférence, ouverte à tous, gratuite début 2016. On y a donné quelques cours. Maintenant, c'est vrai que le SCP, c'est une école de commerce, c'est pas une école d'ingénieurs, donc il y avait peut-être un peu moins d'enjeux pour eux qu'il peut y en avoir pour des écoles comme Centrale ou comme Polytechnique. Hem, mais on y est retourné plusieurs fois depuis pour, faire des acculturations, bien sûr.
C'est difficile de trouver aujourd'hui des profils d'ingénieurs spécialisés dans la blockchain? Oui, c'est difficile. Je ne sais pas si c'est particulièrement difficile parce qu'on parle de blockchain. En fait, nous, si tu veux, quand on recrute, un ingénieur blockchain, on recrute pas quelqu'un qui a déjà une expérience dans la blockchain, même si c'est un plus. On recrute surtout quelqu'un qui a une tête bien faite, qui aime le développement informatique, qui sait s'exprimer face à un client. Et après sur la blockchain, nous, on va le former. Donc en fait, ce qui est surtout difficile, c'est de trouver des bons développeurs et des bons ingénieurs tout court. C'est pas tellement de trouver des gens, très bons sur la blockchain, enfin en tout cas pour nous, parce que finalement nous la compétence blockchain, on l'a en interne et donc on voilà, on l'enseigne aussi aux gens qu'on embauche. Moi ce que je trouve difficile, c'est simplement le marché des ingénieurs informatiques en général. Et justement, est-ce que tu penses qu'on a suffisamment de talent et de formation dans la blockchain et la crypto en France? Je pense qu'en France, on a d'excellents ingénieurs, plus que dans l'immense majorité des autres pays. Hem, Maintenant je pense qu'il y a, une demande qui est en fait, très, très forte. Hem, donc non, je pense pas que là-dessus on ait un quelconque retard par rapport à d'autres pays. Hem, je pense qu'on a au contraire plutôt une une culture qui valorise les ingénieurs en tout cas. Hem, donc je crois que là-dessus on n'est pas du tout, on n'est pas du tout mal placé. C'est pour moi le marché de l'emploi sur, le développement informatique ou sur l'ingénierie, il est ce qu'il est, pas qu'en France et je pense que c'est tout aussi difficile de recruter un développeur, dans les pays voisins que ça ne l'est chez nous. Question un peu plus perso, comment ont réagi tes parents quand tu leur as dit à 23 ans que tu allais monter une entreprise dans le secteur de la blockchain? Ah, hem, alors ce qu'il faut savoir, c'est que mes 2 parents sont dans l'informatique déjà, donc forcément j'ai dû leur expliquer, ce qu'était la blockchain, donc ils ont pu faire les cobayes pour les premières formations. Hem, alors ça s'est bien passé, étonnamment parce que, à l'époque, donc moi je sortais de l'école, je me rendais compte que je trouvais pas vraiment ma place dans les offres d'emploi que je voyais. J'avais du mal à voilà, à convaincre pendant les entretiens d'embauche parce que tout simplement je me voyais pas travailler dans les boîtes que voilà, que je voyais sur des sites de recrutement. Ça me plaisait pas trop, et donc je pense qu'ils ont pas été si surpris que ça, du fait que je monte une boîte. Hem, Maintenant, ils ont été un peu dubitatifs sur la blockchain parce qu'ils bah, voilà, c'était très technique, ils comprenaient pas exactement à quoi ça servait. Mais finalement, ça a mis que 6 mois, 1 an pour qu'ils voient que, bah, qu'il y avait un besoin, que ça avait du sens. Et après, non, concrètement, comment ça s'est passé? Le plus gros sujet, en fait, c'était le remboursement de mon emprunt étudiant, parce que j'ai fait une école de commerce qui coûtait assez cher. Donc il a tout simplement fallu que je leur demande d'accepter de rembourser l'emprunt, pendant que je montais ma boîte et donc que je ne gagnais pas d'argent les 2-3 premières années. Et les difficultés que tu as rencontrées au lancement, est-ce que c'est les mêmes qu'aujourd'hui? Alors les difficultés n'ont rien à voir, pour moi. Alors au début, on avait plusieurs difficultés. Déjà, on avait une difficulté du fait que nous-mêmes, on avait plus de limites qu'aujourd'hui parce que, on avait découvert le sujet seulement 6 mois avant. Donc on était aussi moins formés, moins spécialisés, moins pertinents. Donc il y avait cette première difficulté-là qui est passée petit à petit avec le temps. Il y avait une autre difficulté, c'est qu'à l'époque, pour le coup, les cryptoactifs étaient vraiment mal vus. Enfin, tu me diras, c'est peut-être toujours le cas aujourd'hui, mais ils étaient beaucoup plus mal vus à l'époque qu'aujourd'hui. Et donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles, nous, on a eu un positionnement, quasi exclusivement blockchain au départ. Parce qu'en fait, les clients qui venaient nous voir nous disaient: «Moi, je veux une formation blockchain, mais je veux pas que vous prononciez le mot bitcoin de la formation». Et donc, bah, nous, on s'est aussi, adaptés aux contraintes de notre marché et donc on trouvait, voilà, des solutions de contournement pour, parler de crypto-monnaie sans parler de bitcoin. C'était pas évident. Aujourd'hui, on a beaucoup moins ces problématiques parce qu'il y a une forme d'acceptation dans l'opinion. Je pense aussi que les annonces de Facebook sur Libra ont beaucoup changé les choses, que le fait qu'il y ait une multiplicité de tokens aujourd'hui, fait qu'il y a aussi une diversité des cryptomonnaies, qui permet de prendre du recul et d'avoir des exemples d'utilisation un peu différentes, qui permettent de convaincre plus facilement l'interlocuteur. Mais donc aujourd'hui, non, nous, nos principales difficultés, ça va être parfois des difficultés d'acculturation chez certains clients. Ça va être le fait que, certains restent convaincus qu'il faut,
faire des blockchains privées, même s'ils pourraient très bien faire le même cas d'usage sur une blockchain publique et ça serait plus simple, ça leur coûterait moins cher. Mais ils ont toujours cette volonté de garder le contrôle sur leur infrastructure et donc, un peu comme dans les années, 80-90, on fait des intranets avant d'aller sur internet. Donc ça, c'est la ouais, c'est la principale difficulté que je vois aujourd'hui, mais j'ai bon espoir qu'elle s'amenuise aussi avec le temps. Est-ce que tu peux nous confier l'un des plus beaux moments, si ce n'est le plus beau moment que tu as vécu avec Blockchain Partner? J'entends par là un moment où tu te dis, ok, là on passe un cap. Ah, il y en a eu plein. Hem, je dirais que la première, c'était la fusion avec le labo, parce qu'on est passé de on était 5 ou 6 chez Blockchain France, chez Labo, ils étaient 3, et c'est vrai que d'un coup, en fait, on s'est retrouvé à être une boîte de 10. On a emménagé dans l'incubateur Ionis, qui est l'incubateur, à Paris, à Parmentier, et donc d'un coup, on s'est retrouvé à être, une dizaine, à avoir des locaux, et finalement à ce que je doive aussi, manager des gens et ça, c'est vrai que c'était vraiment un cap et c'était très chouette. Il y avait d'un coup une vraie émulation, une super ambiance qu'on a toujours aujourd'hui, mais même si c'est plus forcément exactement les mêmes personnes, et non, ça, c'est je pense que c'est probablement le plus beau moment parce que c'est le moment où il y a eu, une vraie accélération. Hem, alors que j'ai envie de dire tous les autres, moments du parcours de la boîte ont été plutôt, assez linéaires dans la montée en puissance. Là, il y avait vraiment voilà, un cap exactement. Après il y a eu plein d'autres moments, mais qui sont presque des moments, personnels, des moments d'équipe. On a fait 2 séminaires, un l'an dernier et un cette année. Où, effectivement on loue, une grande maison, où on emmène toute l'équipe avec nous et on passe, 2 ou 3 jours au vert, et en fait c'est pas des moments d'accélération de l'entreprise, mais c'est vraiment des moments, qualitatifs avec l'équipe et ça j'ai trouvé ça aussi, vraiment très chouette. Pour revenir sur la partie boîte, comment on arrive à travailler avec les plus grandes entreprises du CAC 40? Et finalement, toi, qu'est-ce que ça te fait de conseiller ces plus grandes boîtes françaises? Comment on y arrive? Petit à petit. Déjà ça se passe pas, tout d'un coup. Hem Nous, un des premiers appels d'offres auxquels on a répondu, c'était l'appel d'offres de la Banque de France pour le projet Madré en 2016. Et c'est vrai que, ça nous a permis derrière aussi de débloquer beaucoup de contacts avec des grands comptes. Et en fait, c'est un cercle vertueux parce qu'à partir du moment où vous travaillez avec quelques grands comptes qui vous font confiance et que ça se passe bien, ça permet derrière de vous crédibiliser auprès de beaucoup d'autres. Ce qui était ce qui était vraiment intéressant pour nous, je pense, c'est, d'avoir accès à des interlocuteurs d'un niveau, beaucoup plus élevé que ceux auxquels on aurait eu accès si on avait eu un parcours beaucoup plus classique en sortie d'école. Et donc ça, moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est d'avoir chez nos interlocuteurs un accès direct à, une vision beaucoup plus macro qu'ils avaient sur leurs sujets, sur leurs entreprises. Donc c'était très appréciable et c'est vrai qu'au bout de peut-être 2 ou 3 ans de boîte, on a commencé à faire des formations auprès des comex, ce qui signifie aussi que les sujets blockchain avaient atteint un niveau stratégique dans ces boîtes-là. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Ce que j'appréciais surtout, c'est effectivement, post-intervention, heu, d'entendre leurs questions qui étaient d'un niveau, très quali par rapport aux questions que je peux avoir en conférence d'habitude. Et puis d'entendre, leurs interactions derrière, ce qui pour moi est extrêmement enrichissant parce que, j'avais j'avais avant pas accès, à ce type de dialogue. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? J'ai j'ai aussi envie de te dire, on s'habitue vite. Les premières fois, c'est forcément assez impressionnant quand, tu as devant toi, un membre du CODIR ou du COMEX d'une entreprise du CAC 40. Hem, mais finalement, comme tu as une expertise que lui n'a pas, tu as pas forcément de problème de légitimité parce que, tu connais ton sujet, ça se passe très bien et puis aujourd'hui, quand, tu vois, je discute avec, un membre du COMEX d'une entreprise du CAC 40, ben, il y a pas de, je veux dire, je me sens à ma place et en même temps, je sais que c'est quelqu'un qui est d'un niveau incroyable, mais je sais que j'ai quelque chose à lui apporter et je suis pas là du tout pour, lui apprendre la vie, lui apprendre à gérer sa boîte. Je suis là simplement pour, lui expliquer comment les blockchains et les cryptoactifs peuvent être un sujet stratégique pour lui.
Quand les gens vous sollicitent, est-ce qu'ils ont déjà une appétence à la blockchain ou est-ce qu'il faut que vous passiez un certain temps pour les convaincre de s'y frotter? Alors ça dépend des cas. Dans la majorité des cas, ils sont déjà convaincus que c'est un sujet important pour eux, tout simplement parce que quelqu'un qui vient nous voir alors qu'on s'appelle blockchain partner, faut un minimum qui croit dans son sujet, quoi. Quelqu'un qui croit pas dans la blockchain, il vient pas contacter blockchain partner. Donc dans la plupart des cas, ils sont déjà convaincus et la seule question c'est, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Est-ce qu'ils ont besoin d'une étude stratégique? Est-ce qu'ils ont besoin de force de développement? Est-ce qu'ils ont besoin d'une due diligence sur une solution externe? Voilà. Maintenant, il arrive qu'on doive convaincre certaines personnes, soit pour des questions politiques au sein de certaines entreprises, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui nous contacte et qui nous dit: «J'ai besoin de convaincre, mon patron, j'ai besoin de convaincre mes équipes» et donc dans ce cas-là, effectivement, nous, on a un rôle aussi d'acculturation en interne. Hem, ça peut ça peut arriver aussi que nous, on doive convaincre effectivement, certains interlocuteurs, notamment quand on fait de la prospection commerciale où là, effectivement, on va discuter avec des gens qui ne connaissent pas la blockchain et donc il faut qu'on ait un discours qui soit à la fois, percutant et très pédagogique. Je vais te poser la question que tu entends probablement le plus dans ta vie. Comment tu qualifierais la blockchain? Que c'est un système informatique qui permet de s'échanger de la valeur sur internet sans intermédiaire. C'est très simplifié, c'est toujours inexact, mais je pense que c'est la meilleure manière d'expliquer à quelqu'un, qui ne connaît pas du tout le sujet, ce qu'apporte la blockchain. Parce que la vraie innovation de rupture, c'est de se dire qu'on va pouvoir, stocker de la valeur de manière numérique sans intermédiaire et c'est se dire qu'on va pouvoir s'échanger aussi cette valeur, sans que quelqu'un ne détienne, techniquement les fonds. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples, d'après toi, de secteurs qui pourraient être le plus impactés par la technologie blockchain? Alors c'est assez vaste, pour moi les secteurs, qui vont être les principaux à être, touchés, impactés, c'est forcément le secteur de la finance, et de la banque. Pour qui ça touche vraiment directement, le cœur de métier. Mais globalement, ça va toucher, tous les secteurs qui ont affaire à des flux financiers, donc c'est-à-dire quasiment tous, mais particulièrement, par exemple, le secteur de l'assurance. Ça va toucher aussi tous les secteurs hem, qui utilisent de la valeur sur internet. Par exemple, nous, on a pas mal travaillé aussi sur le secteur du gaming, parce que dans les jeux vidéo, vous achetez des actifs qui sont représentés sous forme numérique, donc ça peut être des armes, des habits et cetera, qui ont une valeur sur internet et donc on peut mettre en place aussi des places de marché pour, revendre ces actifs. Sur ces bouleversements, justement, on a pu en voir quelques soubresauts et même un peu plus cet été avec la DeFi, et ça continue d'ailleurs aujourd'hui. Quel regard vous avez porté à Blockchain Partner sur cette technologie, sur cet avènement-là de la finance décentralisée? Ah bah, un regard, déjà, un regard de près, j'ai envie de dire. Non, sur la défi, nous, on s'est vraiment passionnés pour ça, cet été. On a tous, créé nos comptes sur Uniswap, on a acheté du Wi-Fi, on a forcément, on a testé, alors c'est pas un regard non plus, béat, hein, ça peut être un regard critique, mais nous, on a senti qu'il y avait un vrai, phénomène qui arrivait parce que, pour la première fois, on pouvait aussi montrer, à nos clients, notamment à nos clients du monde bancaire, que finalement, les cryptos, c'est pas que du stockage et de l'échange de valeur, mais c'est aussi des produits financiers. Et ça, en fait, ça leur fait passer un cap en termes théoriques, en termes philosophiques, parce que ça leur montre que c'est des outils avec lesquels on peut vraiment faire des choses intéressantes et qui sortent, du pur métier de banque de détail et d'échange simple de valeur. Donc nous, bah, typiquement, on a créé un site, qui s'appelle finances-décentralisées.io. En fait, on a repris un peu le même, principe qu'avec Blockchain France tout au début, c'est-à-dire on s'est dit, «Ça manque d'un site, pédagogique en France, qui parle de la DeFi, simplement et qui puisse expliquer ce que c'est, qui puisse expliquer quels sont les principaux outils, quels sont les principaux projets». Et donc on continue aujourd'hui à l'alimenter pour que, finalement n'importe qui s'intéresse à ce sujet puisse avoir un portail, pédagogique et simple d'accès. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels vous travaillez au sein de Blockchain Partner ou toi de ton côté que tu peux nous confier? Alors je t'avoue que gérer une boîte, c'est c'est déjà un projet à plein temps. Donc ce serait compliqué pour moi de monter un nouveau projet complètement en parallèle, même si, voilà, je m'intéresse à d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir avec la blockchain. Mais non, au sein de Blockchain Partner, bah, nous justement tout ce phénomène DeFi, on a aussi envie de le promouvoir auprès de nos clients, et donc ça aujourd'hui, je dirais que c'est notre principal,
C'est notre principal projet. Maintenant, on a également un autre projet de développement sur le territoire suisse, où on a monté une filiale, en début d'année. Ça met un peu plus longtemps que prévu, évidemment à cause du covid et des confinements. Mais c'est toujours un projet d'actualité et on est d'ailleurs en train de développer une plateforme pour un gros client en Suisse. Donc, pour nous, ça fait partie des gros enjeux parce que, on est très bien implanté en France, mais beaucoup moins à l'international. Donc, la Suisse, c'est un marché qui nous intéresse beaucoup, évidemment parce que c'est francophone, mais aussi parce qu'il y a une culture en Suisse qui fait que ces sujets sont regardés avec moins de méfiance. Tu vois, quand tu fais un meeting en France sur la blockchain, j'ai l'impression que la moyenne d'âge est 30 ans, 35 ans. Quand tu vas en Suisse, la moyenne d'âge est peut-être 10 ou 15 ans supérieure et donc on sent que c'est un sujet qui intéresse aussi plus les décideurs et ça, c'est très intéressant pour nous. Maintenant en termes de projet, pour nous, c'est évident, c'est continuer à promouvoir ces technologies-là, et à aider nos clients à s'insérer, voilà, dans cette, nouvelle économie numérique, à comprendre ce que ça va changer pour eux, et à pas, voilà, recréer leur blockchain à chaque fois, mais bien à profiter aussi des infrastructures qui existent déjà. Tout à l'heure, je te demandais de te remémorer le plus beau souvenir que tu avais au sein de Blockchain Partner. Et là, je vais te demander de faire à peu près la même chose, mais pour ton parcours d'entrepreneuse, et que tu nous donnes aussi le souvenir le plus compliqué. Hem, alors très bonne question. Ouais, en fait, c'est difficile de répondre parce que, pour moi les plus beaux moments, c'est le début. Et c'est compliqué de trouver un moment particulier, parce que, en fait, c'est une série de petites choses. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié au début, c'est, l'équipe que j'avais avec mes 3 associés initiaux. Le fait de monter un site, de monter une marque. Heu, Tu vois, un des plus beaux moments au début, c'est, quand on a organisé notre conférence à l'ESCP, et qu'en 2 jours, toutes les places sont parties et que le jour J, on a, carrément dû, créer une deuxième salle avec une retransmission en direct parce qu'il y avait trop de monde. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit: «Mais c'est incroyable, ce sujet intéresse vraiment énormément de gens» et en fait, ce jour-là, j'ai réalisé l'opportunité qu'il y avait et rétrospectivement, en fait, c'est très beau parce que depuis, je sais enfin, je sais tout ce qui s'est passé après, et donc effectivement, pour moi, ça, c'est un très beau souvenir. Hem, Maintenant, alors les moments les plus difficiles, ah bah, ça va être assez d'actualité, pour moi, c'est là, le premier confinement qu'on a eu en mars, ça a été très difficile pour nous psychologiquement parce que, en fait, moi, une des choses que j'apprécie beaucoup, c'est l'ambiance d'équipe et c'est, le fait qu'on soit tous ensemble dans des locaux au centre de Paris. C'est le fait d'avoir une vraie émulation intellectuelle et même si nous, on avait libéralisé beaucoup le télétravail déjà avant, il y avait des gens qui télétravaillaient 1, 2, 3 fois par semaine. Là, c'est vrai que d'un coup, ça a été, subi pour tout le monde à 100. Ça l'est toujours d'ailleurs. Hem, mais ça a été très soudain et ça a été difficile de s'adapter, d'autant plus que forcément, comme toutes les entreprises de conseil, il y a eu aussi des conséquences commerciales. Et donc ça a été un moment pas facile à encaisser parce que, parce qu'en tant que dirigeant, tu étais toi-même dans un moment difficile et en même temps, ce qui est attendu de toi, c'est d'être le phare dans la tempête. Et donc tu te retrouves, entre 2 feux parce que tu dois gérer tes propres difficultés et aussi les difficultés des autres. Donc après c'était voilà, c'était pas au fond du trou non plus, mais c'est vrai que ça a été le moment le plus, voilà, le plus dur, le plus challenging, je pense. Merci beaucoup Claire d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que cet échange vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller visiter le site de Blockchain Partner ou de financedecentralisée.io. Dans le prochain épisode de cette série, nous recevrons Pierre Noisa, fondateur du premier exchange Bitcoin au monde encore actif, Paynium. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.